Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence, vous êtes sur Ocalm TV et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir une jeune femme pour qui j'ai beaucoup de considération. Alors elle est belle et elle a la tête bien remplie. Actrice et réalisatrice, elle croule sous les projets. J'ai le plaisir de recevoir la gazelle blanche, Rim Kérissi. Comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Merci pour cette présentation, c'est nickel, je te paye après. Hein. Ah oui. Tu m'as dit 20 € pour talent et après crouler, parfait, je te paye, t'inquiète. Mais écoute, merci d'avoir accepté cette invitation, Rim. Alors j'aimerais que tu parles un petit peu de toi plus intimement dans cette interview et déjà, j'aimerais que tu me surprennes. Hein. Dis-moi ce que tu veux de toi, surprends-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de moi? Je sais pas, je sais faire la roue. Tu veux que je te fasse une roue? Non, pas sur un canapé. Il paraît que tu es très très douée en langues étrangères. أحكي عربي, but also I speak properly English because I live in New York. So I know that you've been in the United States, so we could do this interview in English if you want me to. Otherwise, no? That's crazy, but I don't think the people will understand. The audience won't understand, so we'll switch in French. Ok, on reprend en français. Wow, multitalent, hein. À dire, t'es trop forte. Comment ça se fait que tu parles aussi bien anglais? J'ai vécu à Londres et à New York quand j'étais plus jeune et aujourd'hui je passe ma vie entre la France et les États-Unis et donc du coup je pratique mon anglais quotidiennement. On va revenir sur ton enfance. Alors tu es d'origine italo-tunisienne hein, et tu as grandi à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passait quand tu étais petite? Comment ça se passait quand j'étais petite? Disons que j'étais une enfant un peu particulière parce que j'étais à Neuilly, j'étais très différente des autres. À Neuilly, il y a beaucoup de blondes aux yeux bleus, des filles à papa, avec des parents qui sont encore en couple. Moi, les miens se sont séparés à ma naissance. Et donc, du coup, j'étais un peu différente. Et avec l'âge et avec l'expérience, au début, c'était très dur et j'ai compris qu'il fallait faire de sa différence sa force. Je me disais un jour je serai comme elle. Donc dans la tête d'un enfant, c'est je pourrais avoir les mêmes jouets qu'elle, je partirais en voyage comme elle, j'aurais une grande maison comme elle. Et le point d'honneur que je me faisais, c'était de pouvoir y arriver toute seule. Ouais. Et donc d'ailleurs c'était le sujet de jour J, c'est d'être une femme et d'être une femme indépendante avant de devenir la femme de quelqu'un. C'est une bataille que je mène et j'essaie aussi de convaincre mes copines de prôner leur indépendance, c'est important et on est vraiment surprise de voir à quel point on peut déplacer les montagnes et réaliser ses rêves quand on s'en donne les moyens. Je te suis en tout cas et j'ai vu que tu as réalisé plusieurs films. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, mais déjà, c'est cet amour pour la comédie. C'est venu comment? Parce qu'il me semblait que tu voulais pas du tout faire ce métier à la base. Non. Être actrice, c'est complètement dingue de vouloir être actrice. Il y a trop de personnes qui veulent faire ce métier et il y a trop de talent. Et moi, en plus, j'ai jamais pris de cours, donc j'ai pas eu cette prétention. Mais par contre, encore une fois, comme petite, je me trouvais absolument pas jolie et que j'avais envie d'avoir des amis. Je me disais qu'avec des blagues, ça pouvait faire rire et que du coup, si ça faisait rire, et ça a ramené les gens. Et c'est ça qui est fabuleux avec la comédie, c'est que on change l'humeur des gens en 2 minutes. Et tout comme avec un sourire, vous pouvez tester le truc quand vous arrivez dans une boutique. Si vous arrivez avec un grand sourire, d'un seul coup, la personne, elle va vous accueillir avec un grand sourire aussi. C'est très communicatif, le rire, la comédie. Et donc voilà, j'ai développé un peu le sens de la vanne sans être non plus une grande tchatcheuse, mais ouais, j'ai essayé de faire rire les gens parce que je trouvais que ça égayait le quotidien de tout le monde et d'abord le mien. Lors d'une précédente interview, tu as dit que tu étais le vilain petit canard. Pourquoi ? Parce que après, dans l'œil de chacun, on voit ses défauts. Moi, je me trouve vraiment pas belle. Même actuellement ? Non. Ou quand t'étais petite ? Quand j'étais petite, je me trouvais chum. Je me trouvais vraiment pas jolie parce que les codes de beauté pour moi étaient très différents de ce que j'étais. Comme je te le disais, il fallait être blonde, blonde, la peau blanche, des petites taches de rousseur, les yeux bleus. Donc, j'avais pas du tout ces codes de beauté. Aujourd'hui, je pense que je peux être cute pour utiliser un mot anglais. C'est-à-dire que je suis mignonne, mais je suis pas un canon. Mais la beauté, c'est juste, en fait, elle est 20 minutes, 15 minutes d'avance sur quelqu'un qui va être moins beau, mais après, ça s'efface. Il faut être un peu intelligent, un peu smart, un peu vif. Donc non, je me considère pas plus jolie qu'une autre, ça c'est sûr. Bah, c'est bien de ne pas avoir la prétention d'être jolie, mais moi je te rassure, tu es magnifique et les téléspectateurs en sont témoins. Non. Tu voulais faire quoi comme métier? Qu'est-ce que je voulais faire comme métier? Tu sais quoi? C'est marrant, je savais pas ce que je voulais faire comme métier, mais je voulais être heureuse. Ouais. J'étais assez bonne dans
mon imaginaire, à travailler mon imaginaire et dans la créativité. Donc je pense que je me serais quand même retrouvée à faire un métier artistique. Si c'est pas réalisatrice ou scénariste ou actrice, je serais probablement devenue architecte ou décoratrice d'intérieur ou designer. Ouais, j'ai voulu plus jeune faire de la mode aussi. Donc oui, tout ce qui touche un peu à l'esthétique, c'est quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, dans mes films, j'essaye vraiment de soigner à chaque fois les décors, les costumes de tous les personnages pour que ça soit joli à regarder. J'aime bien ce qui est joli à regarder. Passionnée d'art alors. Ouais, complètement. Alors, parle-moi de tes débuts. Je sais que tu as commencé comme moi en tant qu'animatrice avant d'intégrer la bande à Fifi. Ouais. Parle-moi un petit peu de cette période de ta vie. J'ai commencé en fait, je revenais de Londres pour la faire courte, et de Londres j'étais partie à New York et finalement ma mère a capté que je foutais rien à New York et donc elle m'a dit tu reviens immédiatement à Paris et tu trouves un taf. Et j'habitais à Neuilly et juste à Neuilly, juste à côté de chez moi, il y a la chaîne M6. D'accord. Et j'avais vu toutes ces filles de télé-réalité qui devenaient animatrices et je me suis dit bon pourquoi pas moi. Donc je suis allée chez M6. Je suis rentrée et j'ai dit aux nanas de l'accueil, je leur ai dit bonjour, j'aimerais être animatrice télé. J'avais 19 ans, hein. Donc j'étais assez naïve. Ouais, bien sûr. Et elles m'ont dit non, mais ça se passe pas comme ça. Moi aussi, j'avais posé un CV il y a quelques années à l'accueil. Tu vois, tu tentes. Et donc j'ai compris que ça se passait pas comme ça et que si j'avais envie d'être animatrice télé, il fallait faire une émission. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire des projets d'émissions. Et j'ai appelé, donc je regardais les émissions de télé. À l'époque, il y avait Endemol qui produisait plein d'émissions. Et je vois au générique Claude Lacaze, qui en fait était le mec qui développait les projets d'émissions. J'appelle Endemol et je leur dis oui bonjour, ici Rim Kérissi, j'aimerais parler à Claude Lacaze. Claude Lacaze, bonjour, je suis Rim Kérissi, j'ai donc Kérissi Agency. C'est une agence avec donc des animatrices et des projets d'émissions. J'aimerais qu'on se rencontre pour vous proposer mon catalogue. Il me dit écoutez 19 ans. J'avais compris que à l'accueil de M6 ça marchait pas, donc je me suis dit ok, vous voulez la jouer comme ça, très bien. Je vais créer les choses et puis je vais avoir un vrai rendez-vous avec les bonnes personnes parce qu'en fait il faut aller voir les producteurs. Et Claude Lacaze me voit arriver, j'ai 19 piges. Il me regarde et je lui dis oui, mais j'ai pas d'émission, j'ai pas d'agence, mais j'ai plein d'idées. Et maintenant qu'on a un rendez-vous, est-ce que vous pouvez m'accorder votre temps? Il m'a dit oui. Et donc j'ai été prise chez Endemol pour travailler dans le développement des projets d'émissions. Ouais. Ça a marché. De chez Endemol, je suis partie chez Fun Radio où j'étais stagiaire au morning et je servais les cafés à 6h du matin à toutes les célébrités. Et j'apprenais un peu le métier sur le tas, à faire des interviews, je faisais l'horoscope. J'en garde un très très doux souvenir. Et puis je faisais aussi les faux témoignages, genre oui bonjour, nous avons Monique de Picardie qui nous appelle parce qu'elle a vu des extraterrestres dans son jardin. Ah oui, alors bonjour. Alors moi j'ai vu les extraterrestres, elle a pas oh la lumière, elle est arrivée droit dans mes yeux là. Donc du coup finalement c'était une manière aussi de travailler des personnages, mais je m'en rendais pas compte. Je suis arrivée sur Fun TV. Sur Fun TV, je faisais une émission qui s'appelait Les filles du week-end où je parlais des traditions insolites dans les pays dans le monde. Et j'ai rencontré Fifi, qui lui aussi était sur Fun TV. Et il voyait que j'étais un peu tarée. Et il m'a dit, c'est marrant, j'ai besoin d'une fille qui est capable de se tourner en autodérision. Est-ce que ça te dirait de faire des sketchs avec nous? Moi, je dis, ouais, de toute façon... vu que je fais rien d'extraordinaire, je vais faire ça, quoi. Et j'y ai pris goût. Et avec la bande à Fifi, j'ai donc appris à écrire des sketchs. Mais j'étais aussi directrice de production, donc je m'occupais de toute la production des sketchs pour le grand journal de Canal+. Donc j'ai appris vraiment à être derrière la caméra et aussi être devant une feuille et à rédiger. Donc c'est là où j'ai vraiment fait mon école, c'est sur le tas. Et de Fun TV, donc je suis passée à Canal. Et à Canal, un beau jour, je vois OSS 117 et je veux pas être actrice. Et je vois ce film et je me dis, s'il y a un film que j'aimerais faire, c'est un film de ce genre-là. C'était hyper esthétique, ça nous faisait voyager dans le temps, les femmes avaient un vrai rôle à jouer. Et j'apprends que OSS 117 2 va se tourner et qu'il va se tourner au Brésil. Moi, j'ai l'air d'une Brésilienne. Ouais. Vas-y, viens, je me démerde, je fais mon truc du générique, je regarde qui est le directeur de casting, je l'appelle, il m'envoie chier parce que je suis pas dans le circuit. Et je lui dis non, mais il faut me voir. Il m'envoie balader. Je me débrouille pour avoir le numéro de Michel Hazanavicius, qui est le réalisateur. Je l'appelle, je lui dis écoutez, j'adore ce que vous faites. J'aimerais beaucoup passer les essais. Je sais qu'il faut que vous me rencontriez. Blablabla.
Finalement, je passe les essais et c'était les premiers castings de ma vie. Et donc, je pensais que c'était pour les années 60. Donc, je fais une robe toute seule qui arrive jusque-là. Je me fais faire un chignon. Enfin, je fais la totale et tout. Et en fait, en arrivant sur le casting, c'était années 70. Donc, j'étais pas du tout dans le bon look. Mais par contre, je reste très longtemps dans la pièce et je sais que ça, c'est plutôt bon signe. Et quelques semaines plus tard, on me dit que j'ai décroché le rôle. Et ça a été un vrai tournant de ma vie, ça aussi, parce que les producteurs de OSS 117 sont les producteurs de mes deux films, et sont les producteurs de mon troisième. Donc voilà comment j'ai mis un pied dans le cinéma, et sans le vouloir, je suis devenue actrice. Et puis après, la vie m'a laissé voler de mes propres ailes, et voilà. C'est incroyable cette histoire, mais en fait, si tu dis sans le vouloir, mais en fait tu l'as voulu, c'est toi qui as pris les devants, tu as appelé et ils t'ont rencontré comme pour le producteur d'Endemol. En fait, je suis très tenace, c'est-à-dire que si j'ai une idée en tête, tant qu'on me dira pas oui, ou quand j'irai chercher le oui, et je prends pas le non pour une réponse. On me dit pas non. Autrement, on m'explique clairement pourquoi c'est non, et je vais trouver un moyen d'aller chercher le oui autrement. J'aime bien ça parce que déjà c'est un joli challenge, et en fait au début je voulais pas, mais après quand tu goûtes à ça et que finalement t'as une aisance, j'ai beaucoup plus de facultés à jouer ou à réaliser. C'est des trucs en fait. C'est pas du tout inné, mais en tout cas, je me sens bien quand je le fais. Donc je me suis dit, dans ce cas, je suis peut-être faite pour ça. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça toute ma vie et qu'il fallait que je me donne les moyens de faire ça toute ma vie. Et c'est pour ça que je me suis mise à écrire, pour pas attendre d'être dans le désir des autres. Parce que beaucoup d'actrices qui ont un talent gigantesque, bien plus gros que le mien, sont sur le banc en train d'attendre d'avoir des propositions. Et puis de temps en temps on est trop typé, de temps en temps on est trop âgé, de temps en temps on est trop jeune, de temps en temps il y en a une qui est un peu plus connue. En fait on veut quelqu'un de moins connu. Donc t'es jamais le bon profil tant que tu t'es pas écrit ton propre truc. C'est ça qui t'a donné l'envie de réaliser tes films. Oui, je me suis dit, j'ai un défaut, c'est que je suis control freak. J'aime contrôler ce que je fais, et je peux pas. Ça me rend terriblement malheureuse d'attendre. Ouais. D'attendre, et puis tu as l'impression que tu te fanes, tu te dis mais j'ai des idées, j'ai de la volonté, je suis jeune, je suis enfant en santé, il faut que ce soit maintenant que je le fasse. Et donc du coup quand on te propose, parce qu'après OSS 117, comme c'était un rôle d'une fille assez pulpeuse, on m'a proposé beaucoup de rôles de bimbo, donc j'en ai fait qui m'ont amusé, comme le rôle de Fatal qui est hyper délirant, et ça m'a éclaté, le film de Michael Youn. Mais après tu peux pas être enfermé dans un seul et même emploi, donc il fallait encore une fois ouvrir les portes de nouvelles aventures. Et moi j'ai pas un doorman qui m'ouvre et qui me dit qui me met un tapis rouge et qui y va. Je me démerde pour trouver les clés et ouvrir les portes. J'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà refusé des rôles au cinéma? J'en refuse oui, souvent. Je refuse des rôles de temps en temps. J'ai tort. J'ai refusé Babysitting, le film de Philippe Lachaud, avec qui j'ai travaillé toute ma vie, et j'ai refusé ce rôle-là parce que j'étais prise par la promotion de mon film. Donc de temps en temps, c'est ton emploi du temps qui te permet pas de faire des films, et puis de temps en temps, c'est des périodes, t'as pas forcément envie de jouer un rôle que t'as déjà joué, ou là, par exemple, on vient de me proposer quelque chose et je leur ai dit, je lis même pas, je vous dis non, parce que je dois écrire mon film, et que si je me concentre sur un autre projet, je vais mettre en péril le mien. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et ça rapporte mieux de réaliser les films ou d'être actrice dans des films? Ça dépend du budget des films, mais si le temps c'est de l'argent, donc réaliser un film c'est un long processus, surtout quand on l'écrit. Le plus long c'est d'écrire, après réaliser c'est très très long. On gagne beaucoup d'argent, mais sur une longue période. Ouais. Quand on est acteur, on gagne beaucoup d'argent sur une courte période, donc c'est quand même beaucoup plus rentable d'être acteur, parce que tu viens 3 mois, tu prends un gros chèque, hop, tu peux repartir 3 autres mois sur un autre film, et puis tu peux multiplier les rôles au ciné. Quand tu réalises un film et quand tu l'écris, t'es sur le même projet pendant 3 ans. Ouais. Donc c'est pas si rentable que ça. Quel est ton meilleur souvenir de tournage, parce que t'as fait pas mal de films, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir? Alors
Je suis obligée de te donner 2 meilleurs souvenirs. D'accord. De manière chronologique, mon meilleur souvenir de tournage, c'est, je suis quasiment capable de chialer. C'est donc quand je suis à Rio, que je vais tourner au SS 117, et je suis assez consciente de la chance que j'ai à chaque fois. Et là, je descends de l'hôtel. Et le soleil se lève et je suis vraiment sur Copacabana, donc c'est face à la mer. Et je suis consciente que je suis payée pour aller tourner avec Jean Dujardin dans le film de Michel Hazanavicius au Brésil. Et je me dis, mais c'est insensé, c'est dingue, c'est magnifique, c'est sublime, c'est extraordinaire. Donc, premier très beau souvenir parce que prise de conscience. Deuxième, très beau souvenir. Donc ça, c'était en tant qu'actrice. En tant que réalisatrice, j'écris Paris à tout prix, donc j'écris Paris à tout prix pendant 1 an. Et quand on écrit, on a des images plein la tête. Et puis après, on rentre dans une phase de préparation, on appelle ça la prépa, où on a plein de chefs de poste, les costumiers, les décorateurs, à qui on explique ce qu'on a dans la tête avec des images et aussi avec des mots. Et mon chef décorateur que je salue, qui s'appelle Yves Fournier, qui est devenu un véritable ami, m'a fait la chambre de Maya. La chambre de Maya, c'est la chambre de mon personnage principal dans Paris à tout prix, avec ce grand dressing donc, que j'ai demandé, etc. Et comme il savait que c'était quelque chose de très important, parce que c'était l'ouverture du film, il m'a dit, Rim, ça me rassurerait si tu venais 2 jours avant voir le set. Et je suis arrivée sur le set. Et en fait, tu vois ton rêve qui est devenu réalité, c'est-à-dire que là, vraiment, écrire, c'est rêver, et réaliser, c'est réaliser ses rêves. Donc d'un seul coup, je voyais un décor que j'avais fantasmé, qui était même quasiment mieux que ce que je voulais, avec toutes les paires de chaussures, les sacs, mais aussi le lit avec une tête de lit en toile de Jouy. J'adore la toile de Jouy. Donc en fait, c'est commande au Père Noël. Tu dis, bah alors voilà, j'aimerais plein de chaussures. Alors on en a pris plein qui étaient à moi. J'aimerais de la toile de Jouy. Je veux du gris. Je veux donc une baignoire en plein milieu. Enfin, donc du coup, t'as tout ça et c'est cadeau, et c'est la chambre de mon personnage principal. Donc ça, c'est le meilleur souvenir. Le pire souvenir que j'ai eu, c'était sur le tournage de Frédéric Schoenderfer. Donc en fait, j'ai fait un film qui s'appelle Le Convoi avec Benoît Magimel, où on tournait toujours de nuit. Et on était sur une voiture et c'était un seul et même décor. C'était une voiture et c'était un huis clos entre Benoît Magimel et moi et un autre acteur, Mehdi, derrière. Donc déjà, c'était très oppressant parce que c'était sur 24 heures, un film qui dure pendant 2 mois. Ouais. Donc tous les jours, t'es habillé de la même manière et tous les jours, t'es dans la même petite pièce. Ouais. Et si tu veux, on devait refaire une prise sans cesse où on roulait à 180 à l'heure sans phare allumé. Pour que justement la caméra, parce que sinon on éblouissait la caméra. Et j'étais vraiment pas bien parce que j'ai eu un accident dans Paris à tout prix, un accident de voiture où je me suis retrouvée avec une énorme bosse parce que j'ai pris. Tu pourras illustrer. T'as des photos à me montrer. Ouais, je te montrerai les photos. Mais donc si tu veux, ça a appuyé sur une angoisse et sur des souvenirs que j'avais vécus. Et en plus, c'est un tournage qui était très oppressant. Après, à l'image, c'est super, parce que tu vois que je suis pas bien, et tu te dis, putain, quelle bonne actrice, mais en fait, non. T'es vraiment pas bien, quoi. J'étais vraiment terrorisée, j'étais vraiment pas bien, et puis Benoît était fatigué, donc j'avais peur qu'il s'endorme, enfin, donc, ouais, c'était dangereux, et je voyais le chef opérateur qui filmait, qui était juste sanglé, qui suivait avec une lumière, avec une voiture juste devant nous. Donc si tu veux, tu te dis, tu vois l'accident, mais à la minute, quoi. Et l'histoire du Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que t'étais dans un taxi, ouais, c'est ça? Dans un taxi sur Paris à tout prix. Mon personnage est renvoyé au Maroc. Et le premier interlocuteur qu'elle a, c'est un taxi. C'est le premier blédard qu'elle a. Et la règle au cinéma, c'est de s'assurer que le rôle principal est toujours en sécurité. Oui, parce que si on perd le rôle principal, c'est un peu compliqué pour continuer le film. Donc mes producteurs m'avaient imposé un cascadeur pour tourner une scène où en fait, t'avais le taxi qui tournait à droite, qui tournait à gauche et tout. Mais les cascadeurs, c'était des C-francs. Tu vois, c'était des mecs, les dents ultra bright, blancs et tout. Et je disais, mais non, moi j'ai envie que le mec soit patiné, j'ai envie que ça soit un blédard, j'ai envie qu'il parle arabe. Donc j'ai refusé et j'ai dit, moi je veux un vrai Marocain. Et j'ai même casté un acteur qui n'était même pas un acteur, pour qu'il soit super spontané. Seulement, on arrive dans le taxi et je pense que lui, c'est quelque chose que je peux pas contrôler, mais il a l'angoisse de jouer.
mesquine. Et moi, je lui donne et je suis rodée, tu vois, donc je lui donne les indications en même temps qu'on tourne. La caméra est, donc je suis à l'arrière du taxi, il est là, il conduit, la caméra le filme lui comme ça, tu vois, tac. Oui. Et moi, je lui dis, vas-y, conduis et parle-moi et retourne-toi, conduis comme un blédard, tu vois, comme ça, tu vois. Et bonne volonté, il le fait. Première fois, il pète un rétroviseur. Donc, rigolade, mais cool. Je me dis, c'est marrant, j'ai l'impression que le gars, il n'a pas conduit depuis 1000 ans. Mais bon. Et deuxième fois, je dis, vas-y, on parle. Et là, en fait, il cale pas son volant. Il me parle comme ça. Et la voiture, elle dévie. Et on n'avait pas fermé la route. Parce qu'au bled, c'est trop compliqué. Et là, je lui fais, attention, tout droit. Et lui, il pense que je joue. Parce que c'était dans mes répliques. Et donc, du coup, il continue et on s'est pris un 4x4 dans la gueule. Et moi, bouf, je me suis pris la caméra ici. J'ai eu je sais pas si tu as vu les images, j'ai une bosse qui fait la taille de mon genou, vraiment un truc énorme. Et après, ça s'est transformé, quand la bosse est là, ça veut dire que tu n'as pas saigné, c'est du sang. Et après, le sang, il descend. Ouais, j'avais des cocards et j'ai tourné tout Paris à tout prix avec des cocards. Donc, j'avais des très bonnes lumières et une très bonne maquilleuse. C'est incroyable cette histoire quand même. Ouais. C'est dangereux, ça aurait pu être plus grave. Hein. Alors, ce qui est fou là-dedans, c'est que j'ai l'accident et vraiment, je me dis, je sais qui je suis, je sais où je suis, parce que je suis en train de réaliser mon rêve quand même. Et d'un seul coup, tout s'arrête, tu vois. J'aurais pu mourir. Et là, je suis là, on continue à tourner et avec une adrénaline en larmes, tu vois. J'ai pas du tout mal. Je fais ça, je sens que j'ai un truc, mais je saigne pas. Et je dis, on continue à tourner. Non, mais Rim, tu vois, là, ils viennent me chercher, ils m'attrapent. Ils me disent, mais non, mais t'as un œuf de pigeon, on va tout de suite aux urgences et tout. Ils avaient peur que je fasse une hémorragie. Et moi, j'étais là, non, je connais mon texte. J'étais complètement dans le déni de ce qui s'était passé. Et je voulais impérativement continuer. Accepter justement ça. Ouais, et puis j'étais là, attends, ça veut dire que mon film va s'arrêter, enfin tu vois. Et ils m'ont dit, il fallait mettre juste une pause de 20. C'était ton premier film, quoi. Premier film, premier jour de tournage au Maroc. Grosse épreuve, quoi. Donc, merci mon Dieu, parce que tu vois, j'ai été protégée et ma mère, elle me dit toujours quand je casse un truc ou quand je perds quelque chose que le mal est parti là-dedans. Donc voilà, peut-être que j'ai eu le mauvais œil ou j'en sais rien, mais c'est parti là-dedans. C'est parti dans la caméra. Voilà, exactement. Bah, tout va bien, hein. C'est une belle histoire, bah, ça finit bien en tout cas, oui, hein, parce que ton film il a cartonné, il était extraordinaire. Ouais. Il y a eu Jour J après, que j'ai beaucoup aimé aussi. D'ailleurs, j'aimerais savoir, bon, moi j'ai adoré l'histoire et je me retrouve beaucoup dans le personnage principal, ce que tu interprètes à merveille, cette femme forte justement qui est célibataire, qui s'assume et tout ça. Et j'aime beaucoup le personnage de la maman aussi, et il me semble que tu t'es un peu inspirée de ta propre histoire. Ouais. Disons que, tu sais, c'est ce que je te dis. Donc déjà, j'ai pas du tout eu une enfance facile, mais j'ai eu une mère qui était très forte et qui a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir essayer de faire rêver ses enfants. Mais j'étais une petite qui voyait trop les choses. Donc du coup, en fait, j'étais pleinement consciente de tous les problèmes financiers, les problèmes personnels de ma mère, les problèmes de santé de ma mère. Donc le personnage de Chantal Lobby est pleinement inspiré de ma mère et c'est une vraie déclaration d'amour pour ma mère. Et le personnage de Juliette, c'est une vraie déclaration d'amour pour les femmes parce que j'insiste à 100% pour dire aux filles que on a une force de dingue et qu'il faut pas du tout s'imaginer une seconde qu'on doit se rabaisser à quoi que ce soit et qu'on peut être des boss, qu'on peut être des chefs d'entreprise, qu'on peut être des entrepreneurs, qu'on n'est pas forcément des nanas qui sommes que mères. C'est un magnifique rôle d'être mère, bien sûr, mais il faut sortir des cuisines pour certaines parce qu'il y a des talents qui sont cachés et qu'on a besoin, je trouve, de modèles. Je n'ai pas la prétention de dire que j'en suis une, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, j'essaye de faire les choses et que ça marche. Donc, si ça marche avec moi, c'est que ça peut marcher avec chacune d'entre nous à partir du moment où on se tient à sa volonté. Et
voilà, le personnage de Juliette, justement, c'est une nana qui est cabossée, qui n'a pas eu une vie facile, mais qui a réussi à monter sa boîte et qui finalement finira par trouver l'amour. Et je pense qu'il est important pour chacune d'entre nous de se construire en tant que femme avant d'être la femme de quelqu'un, de s'accomplir soi-même, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, et c'est comme ça que les autres vont nous aimer et qu'on va trouver l'amour. Je suis très 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 convaincue de ça, et je pense que c'est important qu'il y ait des femmes comme Nawel Madani, comme Reese Witherspoon, qui sont des femmes qui font des choses et qui ont le pouvoir d'écrire, de produire, comme toi d'ailleurs, et qui en fait on va changer les idées préconçues de se dire la fille, ça doit seulement être le deuxième rôle et qui sert la vanne, qui fait le levier. Non, ça peut être aussi un premier rôle dans la vie. On connaît toutes des héroïnes, mais pour écrire des rôles d'héroïnes, il faut des femmes avec des points de vue de femmes. Donc c'est pour ça que c'est très important. Moi, je considère ma mission, entre guillemets, c'est d'essayer de mettre le plus en valeur les femmes. J'adore les hommes, attention, je les aime, je les trouve drôles, je les trouve cons, ils me font marrer, ils m'inspirent. Mais il y a tellement d'hommes, réalisateurs et auteurs, qu'il y a beaucoup de films avec des héros masculins. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, il est important aussi d'essayer d'avoir des héroïnes à tous les postes. Et donc, tu vois, moi, je trouve qu'en Allemagne, c'est génial que le président soit une femme. C'est très important. On rentre dans une ère où j'ai pas envie de parler politique, pas du tout. C'est juste que si on veut parler de nouvelle génération, il faut faire comprendre à nos filles, il faut faire comprendre à nos sœurs que c'est possible. On peut avoir un secrétaire mec et être le boss. C'est possible. Voilà. Et après, l'égalité, on la veut tous. Mais je dis juste que c'est important que les femmes, dans tous les domaines, essaient d'être porte-parole de la possibilité d'être une femme accomplie, qui n'a pas besoin de montrer son cul pour avoir des likes sur Instagram, qui a pas, voilà. C'est très important pour moi. J'ai fait mon petit coup de gueule. J'adore. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, le principal aussi, savoir s'aimer soi-même avant d'être aimé par quelqu'un d'autre. Mais oui, parce qu'on court tous après l'amour, évidemment. C'est normal. Et puis, c'est une question d'ego. C'est même la nature de la vie. Quand on est, on a besoin d'être aimé. Sinon, on est complètement paumé. Mais après, la vie nous amène à se rendre compte qu'on peut être fier de soi. Et du coup, quand on s'aime, vraiment, on se laisse plus faire par les mecs, parce qu'il y a un truc de « Hey gars, moi je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi, donc si tu traces pas ta route en étant correct avec moi, tu te dégages. » Parce qu'on est conscient de ce qu'on vaut. Si on est juste complètement renfermé à pas s'être accompli et à regarder son mec complètement fasciné et à dire juste oui à tout, malheureusement, on passe et puis on passe à côté de sa vie. Et puis le mec, il faut qu'il admire sa nana aussi. Donc c'est sûr que si sa meuf, elle est juste en train de dépenser son oseille ou qu'elle fout rien, bah tu l'admires pas trop. Alors que quand elle te raconte le soir qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, qu'elle a rencontré un tel, qu'elle a décroché ci, et bah d'un seul coup tu regardes peut-être ta femme différemment et puis tu la présentes différemment. Au-delà d'être la mère de ton enfant, ça c'est le plus beau rôle. Je suis pas du tout en train de dénigrer ça, mais voilà. Alors désormais nous allons parler d'une personne qui compte énormément pour toi, hein. C'est Diva the Rasta. Absolument. C'est ta chatte. Ouais. C'est ma chatte Maine Coon qui est absolument sublime. Donc, tu vois, j'ai sorti le petit livre spécialement. Le petit livre de cette bebon atomique qui se la pète de ouf. Bon, de toute façon, tu mettras. Ça fait combien de temps que tu l'as, cette petite diva ? On ne communique pas sur son âge. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas parler de son âge. Bon, déjà, il paraît qu'elle pèse 12 kilos. Est-ce que c'est vrai ? C'est que des poils. Elle est pas grosse. Ouais, elle est stockma, ouais. Ouais. C'est quoi ça, c'est la race En fait, c'est un Maine Coon, donc elle me demande de dire aux intervieweuses, je ne suis pas grosse. Alors j'ai des notes. Je ne suis pas grosse, je suis juste très belle. J'ai un poil très fourni qui pèse énormément et ça fait partie de sa race. Donc c'est une très belle chatte, mais elle n'est pas grosse. D'accord. C'est sa chevelure espiègle, voilà. On va dire. Elle dit aussi que tu es jalouse d'elle et que tu t'incrustes sur des photos pour avoir un peu de notoriété. C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est vrai que face à une telle beauté, je ne peux que l'aduler. Et de temps en temps, j'essaye de briller un tout petit peu à côté de sa lumière, mais elle prend un peu toute la place. Ouais. À cause de ses gros poils et tout son poids. Elle est douce, elle est câline ou elle a son caractère ? Elle décide de tout. Ah ouais ? Ouais. Franchement, c'est pas du tout. Elle est pas du tout soumise. Elle fait sa life. Ouais.
Mais elle m'impose tellement de choses. Si tu savais, mais je suis vraiment son esclave. C'est-à-dire que 2 minutes avant, je suis en train de dire oui, il faut être des boss, il faut prendre l'initiative et tout. Et puis après, je dis bon, alors raconte mon chat. Non, mais j'ai un rapport avec mon chat. Pour parler franchement, j'ai un rapport avec mon chat qui est assez rigolo. C'est que j'ai une bonne complicité avec cet animal parce que je la trouve gaulerie, parce que je l'ai appelée Diva et donc du coup j'ai forcément projeté en elle un caractère un peu diva. Et alors elle est très très belle, mais elle est très maladroite. Donc c'est vraiment un peu un Pierre Richard qui marche et qui se casse la gueule. Donc du coup elle me fait marrer, elle m'inspire énormément. Et je la trouve assez jolie, comme tous les chats sont beaux de toute façon, mais elle un peu plus. Et donc du coup, j'ai commencé à beaucoup la prendre en photo. Et au début, je postais les photos sur mon Instagram. Et j'ai compris, à travers les likes, que ça faisait chier les gens. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais lui ouvrir son propre compte. Comme ça, je ne ferai chier plus personne, tu vois. Et il se trouve qu'en ouvrant le compte Instagram de Diva, je me suis rendu compte de la catsphère, du monde des chats qui sont si populaires sur Internet. Et j'ai fait, what? T'as des chats qui ont 8 millions de followers? T'es sérieux? Cat. T'as Nola, Choupette. Bon, Choupette, ça allait pistonner, mais tu vois, t'en as plein et tu te dis, mais c'est quoi ce délire? En fait, je suis pas la seule folle. T'en as plein des tarés. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans une communauté qui m'a fait marrer, où évidemment t'as plein de vidéos hyper gauleries de chats, et c'est finalement les personnes les plus populaires sur Instagram. Avant, les vidéos de chats, c'est encore plus vu que les vidéos de Trump, hein. Et pourtant, je sais pas qui est le plus drôle des deux, mais c'est hallucinant. Et donc du coup, j'étais contente de me dire, en fait, je crois qu'il y a vraiment un sujet et que je peux peut-être faire un bouquin qui ne va pas s'adresser que à moi comme un album photo pour me faire plaisir, tu vois. Et comme j'étais en plus sur l'écriture de mon 3e film, dont elle est le premier rôle, je me suis dit que ça allait être un joli fil conducteur de commencer par le bouquin, parce que c'est plus facile d'éditer un bouquin. Et après... On va le prendre, hein. Ouais. Donc 150 photos yes. de Diva. Regardez, ça c'est Diva petite. Oh, je sais pas choupette. si... Voilà. Et il y a plein de photos avec des vannes. Par exemple, là, c'est quand ta belle-mère te donne un conseil. Ouais. Ça, c'est quand tu fais un selfie et que tu te trouves sexy. Tu vois, on les a tous vécus. Quand ton mec t'offre des fleurs pour la Saint-Valentin et que t'espérais un vrai cadeau. Les filles, vous connaissez, quand on voit une photo sexy et que le mec répond lol. Ça nous est tous arrivé. Enfin, voilà, il y en a plein. Quand on t'appelle à la place de t'envoyer un texto. Enfin, il y a plein et puis il y en a vraiment partout dans le monde. Donc là, par exemple, c'est au Maroc, à New York, Maroc, Toscane, à Paris naturellement, mais voilà, il y a New York. En fait, elle me force. Celle-là, je la trouve hyper rigolote. Quand t'as pris trop de drogue et que tu te concentres pour rester en vie. À qui c'est arrivé ça? Parce que certains téléspectateurs se reconnaîtront. Donc oui, je me suis amusée à faire des photos d'elle et au début, quand tu fais des photos, que ça soit sur Instagram ou enfin, moi j'aime bien mettre une légende qui est un peu rigolote, quoi. Et j'ai commencé à mettre des légendes un peu rigolotes. Et puis je me suis dit, ah mais tiens, ça pourrait le faire quand même. Et j'avais Larousse qui m'avait demandé de faire un bouquin sur la Parisienne suite à Paris à tout prix. J'avais refusé parce que je trouvais qu'il y avait déjà plein de bouquins sur la Parisienne qui avaient été faits. Et là, elle m'avait relancé et je lui ai dit, tu sais quoi, je veux bien faire un bouquin, mais un bouquin sur mon chat. Elle dit quoi? J'ai fait moi confiance. Je te fais 4-5 pages pour te montrer, mais ça va le faire de ouf. Et le bouquin cartonne, vraiment. Ça marche super bien, c'est un super cadeau. Les gens adorent les chats, enfin, on se rend pas compte à quel point. Mais c'est des boules de poils qui nous réconfortent et leur ronron, on en parle beaucoup, celle de la ronron thérapie, ça fait du bien. Et puis sincèrement, quand on aime la vanne, qu'on aime les chats, tu vois, ça coûte, le bouquin, il coûte le prix d'un paquet de croquettes. Moins de 10 balles. Donc pour les cadeaux de Noël à moins de 10 balles, c'est facile. Donc toutes les copines célibataires qui sont en couple avec leur chat, c'est pour elles. Tous les mecs qui veulent pas avoir de chat, vous pouvez commencer à leur introduire un chat chez eux, mais dans un bouquin. Enfin bon, il y a plein de manières de pouvoir offrir ce livre. C'est drôle, j'ai fait une promo dans une radio et c'était le matin, donc je suis un peu rockstar avec mes lunettes et tout, bref. Et j'ai mon attaché de presse qui me dit, Rime, il y a des fans qui t'attendent avec des livres à dédicacer. Je suis, ah cool. Et je sors de la radio et en fait, mes fans, c'était des petites vieilles
Et ça m'a trop touchée. Mademoiselle, alors moi aussi j'ai un chat. Donc alors je suis venue avec la photo de Grisou. Alors ça c'est Grisou quand il avait 5 ans. Alors là, il nous a quittés depuis. Hein. Mais si vous pouviez dédicacer son bouquin pour lui. Alors ma copine Irène, on peut faire une photo, 25 photos parce qu'elle ferme toujours les yeux ou parce qu'elles sont trop stressées. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est génial. Mais ça te fait quoi de toucher cette partie de la population? Ça m'a fait kiffer, mais vraiment, tu vois, je me fous pas du tout de leur gueule. C'est juste que avec Paris à tout prix, avec Jour J, j'ai un public plutôt féminin, de notre âge, on va dire 15-35, et nos mamies, bon, peut-être qu'elles me connaissent, mais bon, enfin bref, elles en ont un peu rien à foutre. Mais là, elles m'adorent. Et du coup, sincèrement, je me suis retrouvée avec la dernière fois à dîner avec la mère d'une copine qui est dingue des chats, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une race qui s'appelle Crazy Cat Lady, où c'est les folles à chats, souvent un peu célibes, souvent un peu vieilles, souvent un peu veuves, en tout cas souvent seules, qui ont un animal de compagnie. Ceci étant, ça m'a fait marrer et si tu veux, je les embrasse très fort et donc voilà, c'est aussi un super cadeau pour vos grands-mères. Je vous assure, elles vont kiffer. Et ma mère qui est tout le temps à côté de la plaque, comme le personnage de Chantal Lobby, je lui ai offert. Et alors, donc il y a des mots qu'elle comprend pas parce que c'est des mots jeunes, tu vois. Mais elle lit, elle fait oh oui, ça c'est drôle, hein. Ah, genre elle réagit. Comme ça, et donc en fait ma mère a compris, et ça c'est quand même un très bon curseur. Quand ma mère, qui est complètement à côté de la plaque, elle a 70 balais et elle est elle est ailleurs, tu vois, elle captait, je me suis dit ah si même ma mère aime bien, peut-être que c'est pas mal ce que j'ai fait. Ouais, voilà. En tout cas, allez vous le dégoter. 10 balles. 10 balles. Et tu parles beaucoup, genre quand on met, quand ta belle-mère, tout ça, mais est-ce que toi, tu as un cœur à prendre? Est-ce que tu as trouvé chaussure à ton pied? Non, moi je suis un cœur à prendre parce que je suis je sais ce que je veux pas. D'accord. Donc tu es célibataire? Ouais. Oh, mais ça va faire plaisir à pas mal de téléspectateurs, je pense. Hein. Ouais, je suis célibataire, mais je sais aussi ce que je veux pas, donc j'essaye de pas perdre de temps. Et vaut mieux être seule que mal accompagnée. Je vais très bien, j'ai des amis, j'ai tout ce qu'il faut, mais Et qu'est-ce qu'il faut avoir pour te séduire? Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Ouais. Beaucoup d'humour, d'autodérision, de répartie. Ouais, c'est la qualité qui tient en plus sur des années parce que tu sois riche, pauvre, beau ou moins beau, quand tu as de l'humour et de la répartie, ça, tu peux illuminer le visage de ta femme en 2 secondes. Ça, c'est chouette. Je te remercie. Allez vous dégoter le petit bouquin de Diva. Super cadeau de Noël, les amis. Il y a une marque aussi de sacs à main et d'accessoires de mode. On a fait des petites pochettes avec des messages secrets. Toi, je t'ai envoyé « Too beautiful to be loved ». Mais il y en a plein, il y a des messages un peu plus trash. Vous pouvez trouver ces petites pochettes de maquillage. De base, en fait, c'était, si vous voulez faire le total pour les gros fans de Diva, en gros, tu t'achètes la pochette et tu mets le bouquin dedans. Hop, voilà. Et là, ça, c'est un très joli cadeau de Noël parce que tu as une pochette de maquillage, un mot secret et un bouquin qui fait marrer. Merci Rim, c'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous, merci beaucoup. Salut à tous, c'est Rim Kérissi, vous êtes sur Ocam TV.